Salut les daimyo, c'est le Shogun et aujourd'hui on va parler de l'épisode 2 de Dragon Ball Daima. On va se faire une petite review, épisode que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était vraiment très sympathique dans la veine du premier en fait, tout simplement. Jingle. Alors, commençons avec les choses qui fâchent certains. C'est vrai que on commence l'épisode avec un Shenron qui nous explique qu'il a mis en place un système de carte de fidélité et que du coup, si tu n'es pas un habitué, tu te payes qu'un seul vœu. Voilà, on y va. C'est comme ça, un peu chelou. Pourquoi ils font ça Scénaristiquement, ça s'explique tout à fait. On parlait de l'Oculus Terrien, qui, on l'a dit, c'était une erreur de traduction, est en fait le troisième œil. Le troisième œil a été perdu du temps du père de Dabra, donc de Abra. Ça a été perdu par le Daimakai. On ne sait pas où est ce troisième œil, et Goma voulait le récupérer. On l'a évoqué de cette façon-là, pour montrer que c'était un artefact maléfique qui était important. Et pourquoi Shenron n'accorde qu'un seul vœu? Pour ne pas, justement, qu'il récupère cet artefact maléfique, qu'on va certainement retrouver dans le Daimakai, dans l'épisode 3, 4, 5, 6, je ne sais pas vous dire lequel, mais voilà. Voilà pourquoi, scénaristiquement, il y a eu ça. C'est une facilité scénaristique. Est-ce que c'est une incohérence? Non, en réalité, pas nécessairement. Pourquoi? Parce que, en fait, rien ne nous prouve que ce qu'il a dit est faux. Rien ne nous prouve que ce qu'il a dit est faux. Rien ne nous prouve non plus que ce qu'il a dit est vrai. Mais, en soi, si on n'a ni l'un ni l'autre, on va dire que ça passe. J'ai entendu pas mal de gens dire, oui, mais on a vu dans Dragon Ball Super que Pilaf, dans le futur, il fait le vœu de rajeunir et tout ça. Oui, effectivement, il fait le vœu de rajeunir. Il a qu'un seul vœu, pas trois, donc ça prouverait que. Sauf que, c'est dans le futur, encore une fois. L'image qu'on voit, en tout cas dans le manga, ça se passe dans le futur, et dans le futur, le dieu, à ce moment-là, ce n'est pas Dende. Donc il n'y a pas eu de power-up des Dragon Ball. Donc pour moi, ce n'est pas valable. Mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? On a vu d'autres passages dans Dragon Ball où il n'y avait pas forcément tous ces vœux-là. Peut-être qu'ils ont été faits en off, etc. Je ne sais pas. En tout cas, disons que voilà, ça passe, mais pour moi, ça reste une facilité scénaristique, malheureusement, mais qui ne me dérange pas plus que ça, la vérité. Pour moi, ça va. Il n'y a pas de quoi en faire une montagne. Tout va bien, et tant mieux qu'il l'ait fait. On voit ensuite la Z-Team qui a rajeuni. Alors ça, j'ai beaucoup apprécié. Goten et Trunks qui communiquent entre guillemets par télépathie, c'était assez marrant. Mister Satan qui ne se fait pas reconnaître. Donc ça, c'était très drôle. La grande star qui ne se fait pas reconnaître. On note qu'il y en a aux abonnés, qu'il y a des personnes qui sont aux abonnés absents, notamment Son Gohan. Où est Son Gohan? Nous ne savons pas. Certainement avec Videl. Parce que bon, il y a un moment, il faut bien que Pan arrive, les gars. Il faut bien que Pan arrive. Voilà, faut dire les choses. Après, voilà, scénaristiquement parlant, c'est vrai que on se débarrasse de Goten pour pas faire doublon avec Goku, et on se débarrasse également de Gohan, on se débarrasse de Goten en le mettant bébé. Clairement l'idée, c'est ça. Et on se débarrasse de Gohan qui aurait eu le même âge que Goku, ça aurait pu être un petit peu chelou. Je pense que scénaristiquement, c'est pour ça que nous n'avons pas eu Gohan à l'intérieur. L'autre personne qu'il manque, c'est bien évidemment Tenshinhan. On va en parler par rapport au troisième œil. Il manque Tenshinhan, et oui. Alors, en soi, scénaristiquement, c'est pas spécialement étonnant qu'il manque Tenshinhan. Pourquoi? Tenshinhan, il s'entraîne dans la montagne avec Chaoz, il est avec Lunch, ils font leur délire, là, ils font leur life. Ils vont certainement nous faire un petit bébé à 3 yeux. Mais, donc, scénaristiquement, c'est normal qu'il n'y soit pas. Moi, je pense aussi que peut-être, moi j'ai ma petite théorie, Darkoz, scénariste de Kakume, est d'accord avec moi, on en avait parlé un petit peu. La petite théorie, c'est est-ce que ce troisième œil, il n'aurait pas été volé à Abra, donc le père de Dabra, est-ce qu'il n'aurait pas été volé à Abra par le clan des Trois Yeux, par le clan de Tenshinhan? Ça, c'est intéressant, parce qu'on a vu pas mal de personnages dans Dragon Ball le roi, c'est un chien, voilà. Donc il y a un moment, sur le fait d'avoir 3 yeux, ça veut pas dire que t'es un extraterrestre. Mais effectivement, des personnages à 3 yeux, si je ne dis pas de bêtises, sur Terre, on n'en a pas vu d'autres. Donc, est-ce que ce serait pas ça? Parce que ce qui est intéressant dans Dragon Ball Daima, c'est qu'on voit qu'ils ont une volonté d'étendre le lore. Les Namek qui viennent du Daimakai, par exemple, la famille de Shin, tout ça s'est étendu. Est-ce qu'on n'aurait pas la même chose avec le troisième œil de Tenshinhan qui serait enfin expliqué, qui trouverait son explication et son origine dans le Daimakai? Et donc, ce serait pour ça, puisqu'en fait, ce serait un artefact transmis de génération en génération, et donc, enfant,
Tenchinan ne l'avait pas. C'est un petit peu l'idée de la théorie. Voilà pourquoi Tenchinan n'apparaîtrait pas à la fête d'anniversaire de Trunks, pour ne pas qu'on le voie à l'âge d'environ 6 ans, sans son troisième œil. Cette théorie, elle est renforcée par une image dans l'épisode 1, je crois que c'est à la 51e seconde, où Tenchinan apparaît avec seulement 2 yeux. Il n'a pas son troisième œil, et à 53 secondes, donc juste derrière, il réapparaît avec son troisième œil. Est-ce que c'est un petit clin d'œil, jeu de mots, pour nous faire passer un message? Est-ce que c'est une erreur de dessin? Je ne sais pas. Ça m'étonne de voir des erreurs venant d'eux, parce que vraiment, l'anime est très très bien fait. Je pense que, surtout l'épisode 1, je pense que l'épisode 1 a demandé beaucoup de travail, et donc je suis assez étonné de voir une erreur dans l'épisode 1. En tout cas, voilà. Suite à ça, nous avons l'opening qui est très sympa, qui, je trouve, par contre, a du mal à commencer. Hein. Le début de l'opening, c'est pas forcément le meilleur truc qu'on a, mais dès que ça commence, ça devient très 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 sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé l'opening pour l'hommage à Akira Toriyama, puisqu'en fait, dans la retranscription des paroles, on a en romaji, c'est-à-dire en alphabet occidental, en fait la retranscription du syllabilaire japonais en alphabet occidental, on voit apparaître le nom Toriyama, et ensuite dans l'image d'après, Akira. Donc on a Toriyama Akira dans l'opening. Ça, c'est un petit clin d'œil qui était beau, qui était subtil, je trouvais ça très très sympathique. Et il y en aura un encore plus beau dans l'ending, mais on en parlera en temps voulu. Qu'est-ce qui se passe après? Oui, donc on voit Kame Sennin. En même temps, je regarde mes notes, vous m'excuserez. On voit Kame Sennin, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec Kame Sennin. Moi, c'est un personnage qui me fait énormément rire, que je trouve très drôle. Et donc là, on le voit tout content, tout heureux en fait d'avoir retrouvé un petit peu sa jeunesse. Et tout le long de l'épisode, on a des petits clins d'œil là-dessus, où il dit voilà qu'il va en profiter, etc. Je trouve qu'il est très bien doublé. Alors sa personnalité, on va pas se mentir, change un petit peu. Ça peut s'expliquer, ça s'explique du fait qu'il est retrouvé. Alors parce que on a vu que les esprits ne changeaient pas. Mais c'est vrai que le fait d'avoir retrouvé un corps jeune, etc., on peut comprendre qu'il soit plus guiré, plus joyeux, etc., plus enclin à faire de l'humour et tout ça. Et ça, j'aime bien, parce que c'est un personnage que vraiment j'aime beaucoup. Et j'ai toujours voulu avoir un animé sur l'enfance, ou un manga sur l'enfance de Kame Sennin. C'est pas vraiment ce qu'on a, mais je trouve ça intéressant qu'il soit parti justement dans ce côté guéluron un petit peu, qui ressemble un petit peu à Krillin. Suite à ça, on voit la Z-Team qui part au palais de Dende et qui découvre que Dende n'est plus là, qu'il s'est fait capturer par Goma, Neva et Degesu. Et là, quelque chose de très intéressant, on apprend que Piccolo connaît un petit peu les légendes Namek. Alors au début ça m'a un peu surpris, je vous cache pas. Je me dis mais comment ça Piccolo il connaît les légendes Namek? Piccolo c'est qui? Piccolo c'est un être fusionné entre donc Piccolo Daimao et Kami, qui était à la base la même et unique personne. En fait on voit donc dans l'arc Freezer, dans l'arc Namek, quand la Team Z veut partir sur Namek, on apprend que finalement Kami-sama était un Namek Seijin, et qu'il est venu sur Terre avec son vaisseau. Et là il nous parle un petit peu de son enfance, et il nous dit qu'il n'a pas de souvenir finalement de ses parents, que ses parents lui avaient demandé de l'attendre dans les montagnes, et voilà, qu'il ne savait même pas qu'il venait d'une autre planète. Et là d'un seul coup, on a Piccolo qui connaît les légendes de Namek. Donc c'est vrai que moi quand j'ai regardé l'épisode, je me suis dit, bah attends, c'est une blague. C'est une blague. Le mec il se rappelle pas de son enfance, il se rappelle même plus que c'est un extraterrestre, mais il connaît les légendes de son peuple sans problème. Sauf que en fait, Piccolo, si on réfléchit bien, ce n'est pas que Piccolo Daimao fusionné, enfin le fils de Piccolo Daimao plutôt, fusionné avec Kami. C'est aussi Nail. Parce que si vous vous rappelez bien, sur la planète Namek, lorsque Piccolo débarque sur Namek, il fusionne avec Nail. Et Nail était un espèce de garde du corps, en tout cas quelqu'un qui était extrêmement proche de Saichiro, le doyen des Namek. Donc le doyen des Namek, on sait que lui il connaît les légendes des Namek. D'ailleurs, Akira Toriyama dans une interview nous dit même qu'il a communiqué avec le Saiyan God, le Saiyan légendaire Yamoshi. Bon ça, est-ce canon ou pas, puisque ça n'apparaît nulle part autre que dans les interviews de Toriyama, à vous de juger. À vous de juger, on va pas rentrer dans ce débat-là, on pourrait en parler pendant des heures, mais on va dire à vous de juger. Est-ce que c'était avec Saichiro qui parlait? Je ne sais pas, en tout cas c'est avec un doyen Namek, donc il est logique
que Nail ait entendu parler de Neva et des légendes Namek, et qu'il sache donc que les Namek venaient du Daimakai. C'est vrai que moi, quand je l'ai regardé de prime abord comme ça m'avait surpris, mais en se posant un petit peu, en réfléchissant, en repensant à Love the Dragon Ball, finalement, ça trouve son explication. Ensuite, on apprend que pour aller dans le Daimakai, on a besoin d'un vaisseau particulier. Alors ça m'a fait un peu sourire, j'ai bien aimé, voilà, bon, c'est un peu du réchauffé, finalement, parce que le vaisseau ressemble en plus beaucoup à celui de Kami-sama, pour moi c'est quasiment le même, et donc on avait vu, alors, pour aller sur Namek, il fallait pas spécialement ce vaisseau-là, mais il fallait un vaisseau avec technologie que nous n'avions pas sur Terre, donc là c'est un petit peu le même truc, il faut le réparer, comme dans l'arc Namek, on a un petit peu une redite quand même, un petit peu une redite, mais c'est pas grave, c'est la nostalgie, ça fait plaisir, ça c'est plutôt pas mal, donc on apprend que Shin, en fait, finalement, serait né dans le Daimakai, on ne sait pas trop, est-ce que, on en parlait la dernière fois, de l'arbre Kai, où naissent en fait les Kaio et les Kaioshin, est-ce que cet arbre, finalement, viendrait du Daimakai, puisqu'on sait qu'il y a 3 mondes dans le Daimakai, je ne sais pas. Ce qu'on apprend dans le Super Livre de Dragon Ball tome 1, c'est que les fruits, enfin les personnes maléfiques, qui ont des intentions maléfiques, vont dans le Daimakai, enfin pas forcément dans le Daimakai, mais auprès du roi des enfers. Ce qu'on pourrait se dire que c'est le Daimakai. Est-ce que c'est le Daimakai? Je ne sais pas exactement, je le suppose très fortement, et les autres sont voués donc à devenir des Kaio ou des Kaioshin, ou, pour certains, des serviteurs des Kaioshin. C'est pour ça que, quand Shin confirme « oui, c'est bien mon petit frère », ça m'étonne, parce que là, il le confirme dans le sens petit frère familial, tu vois, comme quoi ils auraient les mêmes parents, sauf que les Kaioshin, pour moi, n'ont pas de parents. Il dit pas qu'ils ont les mêmes parents, mais disons que ça m'a l'air quand même très sous-entendu. Ça me gêne un petit peu. J'attends de voir où est-ce qu'ils vont en venir, même si de toute façon, je vous l'ai déjà dit, ce qu'il y a dans les guides de Dragon Ball c'est pas fatalement canon. Alors oui, ça a pour vocation de l'être, mais à partir du moment où ça n'apparaît pas dans le manga, on va dire que c'est discutable, c'est débattable. Donc si moi, demain, ils me disent, finalement, non, ils viennent pas de l'arbre Kai, ça me dérangerait pas plus que ça. Voilà, en tout cas à titre personnel. Ça, c'était intéressant. Autre chose, on voit aussi que les personnages qui ont rajeuni ne maîtrisent pas leur corps. Pourquoi ils ont fait ça? Je pense, moi, que c'est justement pour redescendre un petit peu en niveau de puissance. L'arc-bout, ça a été une surenchère de puissance tout du long. On se transforme en SSJ3, Ultimate Gohan, Gotenks SSJ3, Végétaux, Bootenks, Boowa, voilà, ça n'a fait que de monter. Là, on redescend, on repart sur une aventure plutôt que sur une quête de puissance, et donc finalement on descend les stats des personnages en les rajeunissant et en disant voilà, ils maîtrisent pas, etc. Ce qui fait qu'en fait ils vont pas pouvoir, moi je pense que c'est ça, ils vont pas pouvoir arriver et se transformer en Super Saiyan. Bon, il y aura du Super Saiyan, on l'a vu dans le trailer, il y a même du Super Saiyan 2 si je dis pas de bêtises au moment du Kamehameha de Goku, sauf qu'en fait ça va revenir progressivement. Ça va venir doucement, alors que s'il n'y avait pas eu cette non-maîtrise, il serait arrivé, il se serait transformé dès le premier combat en Super Saiyan, ça aurait été plié. Là, ça va... Le Super Saiyan va retrouver son côté un petit peu exceptionnel. Voilà, moi je vois ça un petit peu comme ça. Ensuite, on voit, alors ça, grand moment, moi j'ai kiffé, grand moment de nostalgie, Goku qui récupère Nyoibo. Petite incohérence de spi. Normalement, à ce moment-là, Nyoibo est censé être collé entre le palais de Kami-sama et le palais de Karin. Voilà, de Karin-sama. Il se trouve que il sert de bâton pour faire sécher le linge chez Kame Sennin. C'était drôle, pourquoi? Parce que ça rappelle l'éventail magique. Quand Goku va chercher l'éventail magique pour éteindre le feu du mont Frippan dans le tome 1 de Dragon Ball, ou tome 2? Tome 1, tome 1 je crois, la tortue lui dit oui mais vous l'utilisez comme dessous de plat. Donc ça montre en fait que Tortue Géniale en fait utilise des objets exceptionnels comme n'importe quel objet du quotidien. Et donc on retrouve un petit peu cette blague, en fait c'est un petit clin d'œil à la blague, j'ai personnellement beaucoup apprécié. Ensuite on a, pour terminer, l'arrivée de Glorio. Alors l'arrivée de Glorio, on le savait, voilà, on a vu les trailers, on savait très bien ce qui allait se passer. Ce qui est intéressant c'est que Glorio connaît Goku. Comment? Ça, alors je vais pas supposer. Pour le coup, je vais pas supposer. Je vais vous laisser un petit peu vous faire des déductions et tout ça. Mais ça m'intéresse énormément. On sait qu'il y a 3 royaumes dans le monde des démons. Est-ce qu'il y aurait donc, parce que il me semble qu'il dit que c'est son roi qui l'envoie, donc est-ce qu'il y aurait 3 rois? Est-ce que Goma serait un des 3 rois, ou est-ce que Goma serait au-dessus de ces 3 rois? Moi, de ce que j'en ai compris, Goma est au-dessus de ces 3 rois, mais ce n'est pas sûr du tout.
On sait ensuite que ils partent, hein, on le voit partir, Goku part avec Shin et Glorio donc dans le monde des démons, puisqu'il n'y a que 3 places dans le vaisseau. Et on sait qu'ils vont se faire rejoindre. Ils vont se faire rejoindre parce que Bulma est en train de réparer le vaisseau de Shin. Et donc il va y avoir 3 nouvelles personnes. Bon, ces 3 nouvelles personnes-là, il n'y a pas de suspense. Ce sera pas Gohan, les gars. Gohan n'apparaîtra pas dans Daima, je pense. J'espère me tromper, hein, parce que voir un petit Gohan et SSJ2, ça me ferait kiffer. Mais je pense qu'il n'apparaîtra pas dans Daima. Les 3 personnes qui vont arriver, ce sont donc Bulma, qui va conduire, et ensuite Piccolo, qui va vouloir découvrir son monde d'origine, et Vegeta. Ça, c'est pas du tout une déduction de ma part, c'est juste qu'on les voit de toute façon dans l'ending, dans le Daimakai. Donc voilà comment ça va se passer. L'épisode 3 sort vendredi, 18h45 sur ADN, 19h sur Crunchyroll, et un jour sur Netflix, parce que ça devait sortir vendredi, et là à l'heure actuelle je sais même pas si c'est sorti ou pas, mais voilà, moi j'en suis très impatient de voir cet épisode 3, je kiffe, hein. Moi je ne boude pas mon plaisir sur Dragon Ball Daima, je suis en kiff total, j'attends avec grande impatience vendredi, parce que enfin on va arriver dans le Makai, enfin on va voir des choses, on va voir... Parce que tout ce qu'on voit là, je kiffe, voilà, j'adore, mais je savais déjà, grâce au trailer, etc., je n'ai pas de surprise. Et là, je pense que dès vendredi prochain, on va avoir quand même des petites surprises. Dites-moi dans les commentaires, à votre avis, pourquoi Glorio connaît Goku, comment il le connaît, voilà, d'où ça sort ça, est-ce qu'il l'a vu pareil sur un écran géant, voilà, en IMAX 3D comme Goma, je sais pas, est-ce que c'est autre chose, est-ce que Goku est une légende du Daimakai, comment connaît-on le Saiyan Son Goku dans le Daimakai, ça m'intéresse énormément. N'hésitez pas à aller voir ma review de l'épisode 1 ou d'autres vidéos que je fais, voilà, ça fait plaisir, c'était le Shogun, et tchuss.